Salut les crinqués. Ce sont de petits prédateurs domestiques capables de dormir 16 heures par jour tout en dirigeant psychologiquement les humains qui vivent avec eux. Depuis l'Égypte ancienne jusqu'aux vidéos virales d'Internet, ces êtres élégants et imprévisibles ont toujours fasciné l'humanité. Ils ronronnent, nous jugent silencieusement, renversent des objets juste pour voir notre réaction, et pourtant, on leur consacre une part importante de la culture pop. Épisode 212. Les chats. Marc de Paperman Gagnon, Joël Imaginatrix Rivard, Éric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain des Animator Bureau. C'est le podcast des crinqués. C'est l'épisode 212. Oui, nous parlons des chats. Paperman, salut. Salut. T'en as un chat? J'en ai eu plusieurs, mais là, présentement, j'en ai rien qu'un. OK. Et la description que je faisais tantôt, c'est-tu pas mal ça? C'est un peu de tout, là. Je rajouterais haïssable OK. et vorace. OK. Est un peu surfaite, la réputation Ouais. des chats. Mais ça dépend. Là, moi, mon chat, présentement, c'est un chat... Ça aurait été un très bon chat de ferme parce qu'elle est très chasseuse, elle est très agressive. Mhm. Donc, elle joue beaucoup, fait qu'elle mord, elle griffe, elle attaque. Donc, ça aurait fait un très bon... C'est comme un petit alien, un mini-alien. OK. Tu sais, des fois, tu regardes, puis elle vient se coller, puis à un moment donné, quand elle était tannée, elle te saute dessus. OK. Fait que j'ai un amour... Et une des fois- relation amour-haine. Des fois, elle regarde le mur. Ouais, elle gratte le mur. OK. Elle Bon. gratte le mur, les portes, les fenêtres, elle saute des passes. Elle fait tout. OK. C'est, tandis que mes autres étaient tranquilles, relax. Elle, c'est vraiment un modèle à part, comme quoi. Hein. Mhm. C'est un animal, il n'y en a pas un pareil. Hein. Ouais. C'est comme nous autres. Imaginatrix, salut. Salut! Et Red de Gamer, qui aime tellement les chats, est pas là. Allergique, fait qu'il était bien content de pouvoir aller à une dégustation ce soir. Allergique dans le sens propre ou figuré. Je pense que c'est les deux. Ouais, parce que... Un a peut-être entraîné l'autre. Ouais, peut-être. Parce que son amour avec les chats, c'était mal terminé, je pense. Ouais. C'est un peu avec les licornes. Là. Ah, ouais. Mais les licornes... Les licornes l'ont jamais attaqué. Non, Ouais. exact. Ouais. Mais ça, c'est. Je pense qu'il En est tout cas, allergique j'espère. aussi. Physiquement, il est allergique aussi, je crois. Possible. Alors, Mhm. Possible. Donc, les chats dans la culture pop, on a déjà fait les chiens il y a de cela Ouais. longtemps. en fait, les singes aussi, je pense. Oui. 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 Les licornes. Oui. On fait des poissons, je pense aussi. Créatures marines. Créatures oui, marines, oui. oui, ça c'est vrai. Ouais. Ça c'est vrai. Les poissons, non. Ah. Mais on aurait pu faire les félins. Ouais, non. Puis justement, merci de me le rappeler, Marc, là. Spécifions ce soir que c'est vraiment les chats. Oui. Parce que les félins, là... Mais c'est des gros chats. Ouais, on pourrait dire ça. Puis d'ailleurs, c'est vrai, tantôt, ben, malgré que je pourrais en parler tout de suite, dans Final Fantasy VII, je pense il y a le personnage de Red 7. C'est-tu un tigre ou un chat? Ça n'a jamais été clarifié. On Il y va a dire quand un même félin. une Mais- grosse différence de taille. Ouais, non, il y a la taille, il y a C'est la un taille d'un... gros chat. C'est un gros... Ça serait... Si c'est un chat, c'est un énorme chat. Un chat préhistorique. Mais je l'avais pas mis dans ma liste, mais c'est ça. Comme un ça. chat des Flintstones dans Les Pierres à Feu. Ah oui. Sabretooth. Ouais, Un chat autant c'est autant quoi de le sable. nom? C'est le Un chat dent de qui... sable. Tigre aux dents de sable, mais... Ça a un nom ouais. scientifique. Mais c'était le chat de qui? C'était pas le chat de Fred? Non, c'était Arthur. Arthur qui ouais. avait ce chat-là. Ouais. OK. Que Il Fred attaque- avait dit non. Il attaquait Ouais. souvent à Fred. Ah, c'est possible. Ouais. C'est possible. Ben, Imaginatrix, les chats dans la culture pop, ça t'inspire quoi? Ben moi, ça m'inspire compagnon d'écriture. Puis OK. C'est ça de quoi j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Pour info, je veux juste dire que moi, personnellement, je suis une personne de chien. Je préfère les chiens. Mhm. Je suis, comme Red, je suis allergique aux chats aussi, ça aide pas. Mais en vrai, j'aime tous les animaux, j'aime les chats. Je leur voue pas une haine comme
Éric, mais je suis beaucoup plus portée vers les chiens. Par contre, dans le milieu des auteurs, on voit vraiment, vraiment beaucoup d'auteurs s'afficher avec leurs compagnons félins qui les assistent dans leur écriture et tout. Puis, c'est pas juste une mode Instagram, là, c'est un phénomène qui remonte à quand même très, très loin. Il y a beaucoup d'auteurs. On pense à Charles Baudelaire, Edgar Allan Poe, Émile Zola, qui écrivaient avec leur chat, Alexandre Dumas, père et fils. Il y a même Ernest Hemingway, qui, lui, en avait vraiment, vraiment beaucoup dans sa demeure de Key West, en Floride. Puis, cette demeure-là, on peut la visiter encore aujourd'hui. Puis, les descendants de ces chats y habitent toujours. On peut aller les voir. Puis, je pense que ça leur appartient, hein? Il me semble qu'il n'a pas fait une affaire de même sur son testament pour dire que ça appartenait au chat. Je pourrais pas dire si c'est une histoire comme les Aristochats, là, mais... Il me semble que j'ai entendu ça à un moment donné. Mais bref, c'est majoritairement des chats qui sont polycarpes, c'est-à-dire qu'ils ont 6 doigts au lieu d'en avoir 5, parce qu'un de ces chats avait 6 doigts, fait qu'il s'est reproduit, puis maintenant, les chats qu'il y a là sont presque tous polycarpes, oui. Fait que c'est une curiosité qu'on peut aller visiter si jamais on va dans ce coin-là, en Floride. Mais bref, pourquoi est-ce que les auteurs portent autant d'attachement que ça envers les chats plus que les chiens ou les oiseaux ou les furets? D'ailleurs, en passant, si jamais ça vous inspire d'avoir un furet comme animal de compagnie, sachez d'abord que c'est énormément de travail et d'engagement d'avoir un furet, beaucoup plus qu'un chat ou un chien. Mais bref, il y a beaucoup de choses qu'on dit à propos des chats. Faut savoir que l'écriture, c'est un métier qui est solitaire. Puis le simple fait d'avoir une présence avec soi, ça te fait de la compagnie, ça peut être rassurant, ça peut t'inspirer. Puis moi, je suis beaucoup adepte de la méthode de faut rafraîchir le cerveau de temps en temps. Fait que je vous en avais déjà parlé dans d'autres chroniques. Faut avoir des petits moments où on décroche de son travail pour faire un refresh, changer les idées un petit peu. Puis l'animal te permet de faire ça aussi. Que ce soit un chat, un chien ou n'importe quoi, ça sert à ça, avoir l'animal, c'est se sentir moins seul, mais aussi décrocher un petit peu là, de ton écran, de ton truc, de ton casse-tête que tu es en train de faire dans ta tête. Ben, tu parles d'écran, moi j'ai souvent des étudiants que le chat passe devant l'écran. Oui, puis ça d'ailleurs, parlons-en du chat qui passe devant l'écran parce que c'est une grosse problématique. Chose que le chien ne fait pas. Le chien, d'habitude, ne grimpe pas sur ton bureau en partant. Puis c'est aussi pour ça pourquoi je préfère les chiens. Les chiens, les plus gros vont s'asseoir simplement à tes pieds, puis ils vont juste attendre patiemment que tu aies terminé ce que tu es en train de faire. Puis là, après ça, ça va être leur moment à eux, que tu peux jouer avec eux. Le chat s'en sac éperdument. Tout ce qu'il veut, là, c'est avoir ton attention au moment où il le choisit. Parce que si tu lui donnes de l'attention à un certain moment, c'est peut-être pas le moment que lui, il veut. Mais quand tu es bien concentré en avant de ton ordi ou quand tu es dans une vidéoconférence, c'est tout le temps le moment qu'il choisit pour popper en avant de l'écran, pour se coucher sur ton clavier aussi. Ça, c'est un autre grand classique félin. Fait que oui, c'est quand même dérangeant. Oui, ça va rafraîchir ton cerveau. Ça, il va te le rappeler quand tu as besoin de rafraîchir ton cerveau. Mais les auteurs, souvent, ils vont décrire les chats comme étant des créatures qui sont nobles, qui sont mystiques, élégantes, raffinées. Même Lovecraft disait que c'était des animaux qui avaient des bonnes manières. Ça en dit quand même assez long. Moi, je pense que c'est surtout au niveau du regard que ça se passe parce que le regard que le chat a, il est perçant. Il te donne l'impression que c'est une créature qui est extrêmement intelligente. Puis je tiens à peser mes mots en disant « donne l'impression » parce que quelqu'un qui sait bien regarder les animaux va retrouver cette intelligence-là auprès de beaucoup d'animaux, pas juste les chats. Mais pour parler de Lovecraft, justement, Lovecraft aussi aimait beaucoup les chats. Il n'y en avait pas, par contre, mais il a fait un long texte qui opposait le chat et le chien, qui disait pourquoi il préférait le chat. Puis il disait, entre autres, que le chat était fait pour celui qui réalise quelque chose
non par devoir, mais par plaisir pour le charme et la splendeur. Puis, en gros, il disait que les chiens, c'était pour les paysans, puis la classe ouvrière, les personnes sans intellect. Ça donne un peu le portrait de qui était Lovecraft par rapport à ça. Mais bref, c'est ça. Il y a un petit côté... Quand ça vient le temps de décrire les qualités du chat, il y a un petit côté de snobisme, je trouve, qui ressort. Mais comme le disait Marc quand il nous parlait de son chat tout à l'heure, il y a vraiment des animaux, des chats qui ont toutes les personnalités. Il y en a qui vont aller plus vers ce qu'on trouve d'élégance, tandis qu'il y en a d'autres qui vont juste être fous puis vouloir grimper dans les rideaux puis se mettre en avant de ta caméra. Fait que puis c'est la même chose avec les chiens. Il y en a qui vont être super patients, super calmes. Ils vont être réconfortants parce que ce calme-là, ils vont te le transmettre. Puis il y en a d'autres qui vont juste vouloir jouer à baballe puis tourner en rond, là. Fait que, bref. Ça dépend des races aussi, hein, les races de chats, les races de chiens. Il y en a qui sont plus. Oui, c'est ça. Qui jouent dans ces capacités-là de faire ou pas, là, comme tu dis. C'est ça. On n'était pas sûr tantôt si on parlait des plus gros félins. Il y avait Salvatore Dali aussi, qui était peintre, qui lui avait un Oslo, qui est quand même pas gros comme un tigre, mais quand même un gros chaton. Qui s'appelait Babou, puis il traînait partout, il le promenait en laisse. Puis aujourd'hui, c'est illégal de posséder des oslos. C'est un animal qui est en voie de disparition. Mais bon, Salvatore Dali, lui, c'était son animal de compagnie, comme si de rien n'était. Ouais, j'ai l'impression que quand tu t'appelles Salvatore Dali, à cette époque-là, tu pouvais avoir ce que tu voulais. À cette époque-là, oui, en effet. Il y avait l'excentricité aussi qui venait avec le fait de posséder un chat hors norme. Mais oui, des chats, c'est vraiment un animal qui fascine, qui captive depuis très longtemps. Puis c'est des bêtes qui sont quand même affectueuses malgré tout. Oui. Dépendamment du spécimen. Ben, malgré tout. Dépendamment du spécimen, mais et du moment. Et du moment, mais tu sais, même moi qui n'est pas une personne à chat, j'aime passer un moment, tu sais, quand je vais chez des gens qui ont des chats, j'aime quand même passer un moment avec les chats, puis je trouve que c'est des créatures fascinantes, malgré tout. Dans la littérature, avons-nous des chats? On a parlé de Lovecraft. Oui, comme c'était mon choix de sujet, j'ai quand même fait un peu de recherche. J'ai créé un petit texte que je pourrais appeler, je pourrais appeler ça, comment je pourrais dire? J'habite chez mon chat. On va dire ça comme ça. Oui. Et mon chat peut clairement, avec son intelligence suprême, apprendre minimum 50 commandements, plus que les chiens, c'est que ça ne tente pas. OK. Tout simplement. Alors, on va faire un détour dans la culture geek qui est populaire pour les chats. Animaux mignons, mystérieux, on en a parlé un peu. C'est des fois, c'est un personnage de décor, des fois, c'est un personnage de fiction, d'autres fois, c'est un narrateur. C'est un personnage qui peut être n'importe quoi dans la littérature. Il peut être drôle, il peut être élégant, tu le dis, il peut être inquiétant, on l'a vu avec Lovecraft, il peut être sage, il peut être paresseux, il peut être chiant aussi, il peut même être détective. Oui. Hein? Et je pense que le chat est capable d'être un merveilleux personnage à double sens. C'est qu'il peut faire n'importe quoi, il peut faire rire, mais en même temps, il peut intriguer. Puis il traverse tous les genres. Il peut être dans n'importe quel type de littérature aussi, il va toujours passer bien, parce que c'est comme un animal passe-partout, indépendant, que tu peux mettre soit comme un élément narratif à l'intérieur, ou même avoir une importance capitale dans ton histoire. Ce qui est fascinant avec les chats, à mon avis, c'est que dans l'imaginaire collectif, je pense qu'ils ont une grande place parce qu'il y a beaucoup de cultures à travers le monde qui ont vénéré les chats. On pense aux Égyptiens, entre autres, pour qui les chats étaient pratiquement des représentants des dieux. Parce qu'ils ont un côté indépendant que les autres animaux n'ont pas souvent, sont imprévisibles. Ils peuvent être, comme tu l'as dit, n'importe quoi. Ils peuvent venir te voir, se faire flatter, puis le lendemain matin ou 2 minutes après, courir partout, tout arraché dans la maison. Tu sais pas pourquoi. Ou il peut fixer un mur pendant 20 minutes, puis tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais? On le sait pas.
Et encore une fois, dans la culture geek, ça passe très bien, puis c'est très utile, je crois, pour les auteurs et les autrices. J'ai plusieurs exemples de livres. Je vais quand même nommer ceux que je connais le plus. Je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être un simple décor, mais on peut le faire aussi comme narrateur. Les Mémoires d'un chat, qui est un roman de Hiro Arikawa, qui est un japonais. Ici, le chat est vraiment le personnage principal. Il va passer tout le long du livre à observer les humains avec tendresse. Il va garder une certaine distance entre eux autres et on va voir toute la relation qu'il va avoir avec ces êtres humains. Donc, on parle vraiment d'un roman qui est très, très sensible, où ce qu'on va voir le chat comme un animal de compagnie, mais aussi un animal qui va t'écouter, qui va venir te réconforter dans tes tristesses comme dans tes joies. C'est un très, très beau roman, mais c'est un roman qui est contemplatif, qui est sensible, une belle lecture d'été ou de relax, si vous voulez lire de quelque chose. Le chat qui voulait sauver les livres de Sosuku Natsukawa, c'est encore un japonais. Okay. Les japonais aiment beaucoup les chats. Bon, on le voit d'ailleurs dans les mangas, souvent on en a beaucoup. On est sur une genre de fable dans ce roman-là où on parle de lecture, d'imagination, de transmission. Le chat ici est pas juste un animal de compagnie, mais il devient un genre de guide. Il va déclencher des aventures, il va être un genre de gardien de tout cet univers-là. Puis il va permettre à ces gens-là d'explorer des univers. Un peu comme on l'a dit tout à l'heure, il peut ouvrir des portes. Mm-hmm. Alors c'est un très, très beau livre. Le chat noir d'Edgar Allan Poe, t'en as parlé. Edgar Allan Poe était vraiment quelqu'un qui aimait beaucoup les chats. Ici, on ressent toute la littérature d'Edgar Allan Poe qui parle souvent de folie, de meurtre, de thriller, de policier. C'est quelqu'un qui était très troublé. Alors le chat va devenir une figure inquiétante, peut-être une figure plus horreur, un peu comme dans Lovecraft. Je vais en parler un peu tout à l'heure de Lovecraft. Ici, on passe du chat qui peut être super attendrissant, mais à un chat qui peut être secret, avoir une zone d'ombre. Alors, on peut vraiment le faire passer d'un extrême à l'autre. Okay. Alors, c'est vraiment super intéressant. Puis Edgar Allan Poe, c'est quand même une base au niveau de la littérature d'horreur, de fantastique, de fantasy. Il a tout fait, cet homme-là. On parle souvent de Lovecraft, on parle souvent de lui dans ce style-là, mais Edgar Allan Poe était là avant lui. Il a écrit des très, très belles nouvelles puis des très grands romans. BD. Bon, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par Garfield. Pourquoi? Parce que souvent, quand on va parler de chant BD, tout le monde va penser à Garfield. Mm-hmm. Garfield, qui est un chat qui est paresseux. C'est un chat qui est sarcastique. Un chat qui est obsédé par la nourriture. C'est devenu un symbole mondial. Pourquoi? Parce qu'il y a ce côté... il représente tous les bons et les mauvais côtés du chat. Ouais. Il est tout ça. Il est chiant. Je l'ai dit tout à l'heure, le chat peut être chiant. Garfield, il est chiant. Des fois, tu as envie de le prendre puis de le garrocher. Puis... Il est même limite méchant avec John. Oui, exactement. Puis avec comment il s'appelle? Audi. Hey, Audi, là, c'est l'enfer, moi, j'ai toujours la même séquence en tête. Quand il lance l'assiette d'œufs et de bacon... Ça fait le face dans c'est face ça, derrière le journal, là. Ah oui. Hey, ça, c'est pas ça que je veux manger. OK? Écoute, Jim Davis, dans sa bande dessinée, un humour simple, un humour qui est très lisible, un humour qui est très accessible. Mm-hmm. Oui. Mais pourquoi ça a tellement bien fonctionné? C'est parce que Garfield, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il exagère les traits qu'on a nous-mêmes. Mm-hmm. Ben oui. C'est une caricature, pas seulement une caricature du chat, mais c'est une caricature de l'humain. Le flegme, le cynisme, le plaisir, tout ça. C'est pour ça que ça fonctionnait tellement fort, Garfield, puis que ça fonctionne encore. Et encore, puis que ça va toujours fonctionner. Oui. Parce que c'est accessible. C'est de l'humour facile, mais en même temps... Il y a une nouvelle série qui est en préparation. Oui, exact. C'est de l'humour intelligent. Parce que tu vas accentuer les traits. Puis ça, il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui sont capables de le faire. Mais Jim Davis, c'est un bon dessinateur, mais c'est un excellent scénariste. De pouvoir, un peu à la Franquin ou un peu à la Gottlieb, prendre des trucs simples, puis d'en faire quelque chose de plus profond. Puis à la lecture, tu fais comme, ah oui, tu sais, on se reconnaît dans Garfield, on se reconnaît dans John, on se reconnaît aussi dans Audi, parce que les chiens sont bien représentés, et dans la fameuse petite souris aussi, qui est quand même un élément assez... c'est comme un peu, la souris, c'est comme un peu la
la coccinelle dans Gottlieb. Là, là, c'est comme une blague récurrente. Là, puis, c'est comme je te chasse pas, mais tu me laisses tranquille. Comme un élément de voyons, négociation entre les animaux. C'est une très belle série. Honnêtement, là, je veux dire, très, très belle série. En Europe, ils ont ce qu'on appelle le chat de Philippe Gulac, qui est un très, très, très grand classique. C'est une figure majeure de l'humour dessiné en France. C'est un personnage qui va mélanger l'absurde, la philosophie de comptoir, ce qu'on appelle la philosophie à 5 scènes. Là. Souvent, on en parle dans Snoopy, là, avec Lucie, avec son fameux... mais des fois, on le dit nous-mêmes, on va faire de la philosophie à 5 scènes. C'est ça. Moi, je fais de la psychologie à 25 cents. Exactement. Ouais. Jeu de mots, élégance graphique, c'est un gag récurrent. Il est toujours là. En même temps, c'est tout le long de la série, le chat de Philippe Gulac, c'est un miroir de notre société. Alors, l'auteur, ce qu'il va vraiment faire, c'est qu'il va parler de notre société avec les yeux de son chat, qui va nous renvoyer ce que lui va penser de cette société-là. Alors, c'est sûr qu'on n'est pas dans l'humour à la Garfield, on est dans un humour beaucoup plus intellectuel, beaucoup plus adulte aussi, mais c'est tellement bien écrit, c'est très, très bon. Puis si vous voulez avoir un petit côté plus philosophique, des fois, je comprends pas toujours ce que le chat veut me dire. Faut que je relis. Parce que il y a des bouts que je fais comme, OK, qu'est-ce qu'il veut me dire? Il y a toujours aussi, des fois, il y a une référence à la culture. C'est une œuvre qui est francophone, mais qui est en France, européenne. Donc, des fois, on n'a pas toujours la référence, nous, en tant que Nord-Américains. C'est une petite barrière, mais c'est vraiment une très, très belle BD. Honnêtement, là, c'est une belle série. Puis, je terminerai avec deux affaires. Black Sad. Oui. Black Sad, pourquoi? Parce que j'en ai déjà parlé, c'est probablement une des plus belles séries. On est dans des personnages anthropomorphes. Ça veut dire que c'est des personnages qui sont là, mais qui sont représentés en animaux. Et Black Sad, le personnage principal est un chat noir, un peu à la... Comment il s'appelait, le chat noir? Félix, le chat? Là? Oui. Dans ce coin-là, j'aurais pu parler de Félix le chat aussi, là, parce qu'il avait sorti en BD, mais je connais pas tant ça. Black Sad, ben là, on est dans une histoire de polar noir, policier, thriller, une ambiance, une critique sociale en même temps. T'as une esthétique dans cette BD-là qui est hyper cinématographique. Je veux dire, t'as l'impression de lire un film, de voir un film qui se déroule devant toi. Tu sais, les vieux films noirs des années 50 puis 60 de Hollywood. C'est ça, là. Tu sais, moi, je dis souvent, Black Sad, c'est cigare et scotch et BD. Alors, tu te mets un petit peu de jazz, tu lis ton Black Sad, tu fumes ton cigare. C'est ça. C'est ça, là. C'est, la blonde de Roger Rabbit qui va voir le détective. Exactement. Alors, c'est tellement Jessica bien fait. Rabbit. Jessica Rabbit. Tout est bien fait dans Black Sad parce que, premièrement, le chat va porter un récit qui est adulte. On n'est pas dans les blagues. Ici, on est vraiment dans un scénario qui a été fait pour être un scénario adulte. Très, très... Habituellement, c'est quand même assez violent. Il y a quand même beaucoup également de mystères autour de ça. Beaucoup de policiers, beaucoup d'enquêtes policières. On n'est pas non plus dans une mascotte ou, je sais pas, une représentation comique du chat. Ici, le détective est représenté par le chat noir parce qu'il est élégant, mais en même temps, il est fort, il est hyper agile, hyper habile au niveau de sa dextérité, il est incroyable. Il est sournois, il est capable de faire des enquêtes. Ça représente très bien les animaux. Puis là-dedans, ce qui est intéressant, c'est que tous les personnages sont bien représentés. Je l'ai déjà dit souvent, là, les deux auteurs qui ont fait cette série-là, tu sais, je veux dire, ils n'ont pas pris des animaux pour le fun. Tu sais, je veux dire, comme son coach de boxe, c'est un gorille. Le petit fouineur qui fait son journaliste, un genre de furet. Tu sais, toutes les caractéristiques des animaux sont représentées par rapport à ça. Fait que tout de suite, quand tu vois ça, tu sais la personnalité du personnage. Tu te dis, c'est un chat, donc il va être comme ça. Et il est comme ça. C'est un chien, tu vas le savoir comment il va être. Tu sais, si c'est un chien qui est plus agressif comme un bulldog ou un rottweiler ou bien un caniche royal, tu sais quel genre de personnage ça va être. Donc, les auteurs s'amusent beaucoup avec ça. Ouais. C'est 7 tomes, il n'y en a pas énormément. Il y en a 2 qui sont sortis récemment en 2023. Les 2 auteurs veulent continuer
Par contre, ça prend énormément de temps à réaliser parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup de détails au niveau du scénario, au niveau des dessins. Alors voilà, c'est vraiment... tu sais, le fait qu'ils changent ça là, en animal, c'est pas un gadget, là. Tu sais, ils n'ont pas dit, bon, c'est ça le fun qu'on fasse ça, tu sais, on va faire une histoire, puis nos personnages, ça va être des animaux, là. Non, tu sais, c'est réfléchi. Ça fait partie du je voulais dire package deal, mais c'est pas très, très francophone, là. Comment je pourrais dire ça? De l'expérience. De l'expérience de lecture. Alors voilà, moi, c'est clairement ma série favorite. Puis je terminerai avec Lovecraft, parce que Lovecraft, comme tu l'as si bien dit, les chats pour lui, c'était excessivement important. Il a écrit, entre autres, Les Chats d'Ultar, qui est une nouvelle, où ce que Ultar, c'est une ville où ce que tu n'as pas le droit de tuer les chats. Parce que les chats sont maîtres de cette ville-là. D'ailleurs, il y en a un qui va en tuer un chat. Il va payer très cher. Okay. Et les chats, ben, ils sont vraiment des personnages extrêmement intelligents. D'ailleurs, ils vont se retrouver dans la quête onirique de Qatar avec Rodolphe Carter. Ils sont capables de faire des sauts dans l'espace, d'aller sur la Lune. Ils ont une capacité physique et mentale absolument incroyable. Ils ont cette capacité de voir l'au-delà. Et ça, souvent dans les films. Tu sais, dans les films d'horreur, entre autres, les films fantastiques. Même les Égyptiens pensaient que les chats étaient capables de voir des choses qu'on n'a pas, que nous, on n'est pas capable de voir. Exemple, on va dire, oh, hey, mon chat voit des fantômes. Tu sais, souvent, on entend ça, où ils voient des trucs. Bon. On dit souvent aussi que les chats sont comme ils accompagnent les gens vers l'autre monde. Oui, exactement, des genres de guides. Il y a même des places, des résidences pour personnes âgées. Il y en avait une, je me souviens avoir entendu dire que le chat était capable de sentir quand une personne allait mourir, il se plaçait vis-à-vis la chambre, puis il attendait que la personne décède. Là. Exact, c'est vrai. Oui. Ils ont comme un sixième sens. On a comme l'impression qu'ils sont capables de percevoir des choses qu'on n'est pas capable de percevoir. En même temps, à part dans Pet Sematary de Stephen King, on a rarement vu des chats vraiment excessivement méchants dans dans mes histoires que je lis, au niveau de la BD, au niveau des romans. Tu sais, des chats qui attaquent là, 1 million de personnes, comme les oiseaux d'Alfred Hitchcock. Ben, rarement on voit ça. Tu sais, c'est toujours plus pas des créatures, mais des personnages qui vont jouer un rôle de tampon entre les gens, qui vont être un peu comme les guides. C'est difficile des fois à cerner, mais ils sont rarement, ils sont très difficiles à ignorer. Parce que souvent, on se souvient des chats. Là, je suis en train de commencer sous la recommandation d'Éric de Red, le Dungeon Crawler Carl. Alors, j'ai commencé à lire le premier tome et il y a un chat à l'intérieur de ça qui s'appelle la Princesse Donut, qui est un chat de race, là, qui est vraiment une très jolie chatte qui a gagné beaucoup de prix. Puis, tu sais, c'est une princesse. Puis, à un moment donné, elle mange un biscuit qui fait en sorte qu'elle devient extrêmement intelligente, extrêmement charismatique, puis elle se met à parler. Oh my goodness. Écoute, après deux paragraphes, t'as envie de la passer dans un tordeur. Tu sais, parce qu'elle est plus intelligente que le personnage principal, donc automatiquement, elle va devenir le chef de la guilde. Fait qu'elle nomme la guilde la cour de la princesse Donut. Puis là, tu sais, c'est comme, t'es mon serviteur. Et les boys, ici. Mais je regarde mon chat des fois, puis je me dis, qu'on aime, on n'est pas loin de ça. T'as envie de la renommer? J'ai commencé à une dire... Une chance qu'elle parle pas. Exact. J'ai commencé à dire, j'habite chez mon chat, là. Des fois, j'ai l'impression que j'habite chez mon chat. Tu sais, des fois, je rentre plus tôt du travail, puis j'ai comme l'impression de la déranger. Tu sais, j'arrive, elle me regarde en me disant, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es là? T'es pas censé être là. Tu sais, va-t'en. Tu sais, c'est incroyable. Elle se couche avec nous, elle prend de la place, elle bouge pas. Elle est comme un bloc de pierre. Elle veut pas se faire déplacer, elle est pas déplaçable, puis je sais pas. C'est particulier, un chat. C'est particulier parce que c'est très intelligent, mais ça n'a pas une intelligence tactique comme un chien, par exemple. Tu sais, un chien, tu vas pouvoir l'entraîner. Tu vas pouvoir lui montrer à faire des choses. Tu peux être un chien policier, chien sauveteur, dans la zoothérapie. Tu sais, j'ai rarement vu des chats en zoothérapie, là. Probablement que ça doit exister, là. Oui. Mais moi, mon chat en zoothérapie, là,
Écoute, la majorité du monde vont complètement virer barjot après 2 minutes, là. C'est sûr et certain. Ça a un petit côté indépendant des fois qu'on a envie. Je terminerai en disant que si je meurs quand je vais mourir, parce qu'on meurt tout un jour, j'espère que ça va être dans très très longtemps, puis que je me réincarne, bien que je ne crois pas vraiment à la réincarnation, mais bon, bref, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. On sait pas qu'est-ce qu'il y a après. Mettons que je me réincarne, j'aimerais beaucoup me réincarner en chat. OK. Parce que Colin qui a fait une belle vie. Ça a l'air d'être le fun d'être un chat, Ça dort tout le temps, ça mange. Puis ça juge. Ça juge tout le temps. Mais en même temps, t'as comme pas le choix de la servir. Elle vient te voir, puis là, tu regardes, puis en voulant dire, j'ai faim. Tu viens me donner de la nourriture. Là, tu dis, je viens de m'asseoir. Là, peux-tu me sacrer patient? Tu vas te lever, puis tu vas y aller. Ils ont comme une puissance charismatique qu'on peut pas échapper. Moi, j'appelle ça de la manipulation. Je pense que c'est très, très manipulable. Mais tu sais que il y a un article qu'il faudrait que je vous partage sur une présence de vers qui serait dans les litières, les excréments des chats, qui serait capable de prendre possession de notre cerveau quand on fait le changement et tout ça, et que ce ver-là ferait en sorte qu'on aime les chats. C'est scientifiquement prouvable. OK. Fait que ça serait vraiment une partie, là, et j'ai vu des études là-dessus, mais je croyais pas trop. Donc, t'es possédé. Je pense qu'il y a une genre de possession à l'intérieur de ça. Ça implique d'avoir un chat pour aimer les chats. Exactement. Et si t'aimes pas les chats, si t'as pas de chat, t'aimes moins chat, c'est ça. Mais c'est mon ami Frank Selkis, qui est astrophysicien en Europe, qui a partagé cet article-là. Ça n'avait pas été lui, j'aurais fait comme... Mais là, j'ai fait comme... puis là, j'ai envoyé un message, puis j'ai dit, c'est-tu sérieux? Il dit, oui, il dit, il y a vraiment des études qui tendent à dire ça. C'est pas, bien entendu que c'est expérimental, mais la science, c'est expérimental. À la base, mais ça serait une possibilité. Okay. Ça expliquerait beaucoup de choses. Oui. Comme de quoi, pourquoi je pitche pas la mienne dehors? Quand elle saute dans la fenêtre à 2h du matin parce qu'elle voit quelqu'un dehors. En fait, c'est la 4e loi de Robocop. Ah, c'était quoi la 4e loi? Tu peux pas tuer ou arrêter quelqu'un de la compagnie. Hein? Oui, c'est ça. Fait que, non. Tu peux, rendu là, pip, ça arrête. C'est un amour inconditionnel. Quand les gens aiment les chats, ils l'aiment au maximum. T'as pas de demi-mesure. OK. Donc, malgré tout ce que tu dis, t'aimes ton chat. J'adore mon chat. Moi, je la battrais. Je la pas, bien entendu, là, mais des fois, là, calim! Tu sais, quelque part à côté de mon garçon qui fait des dessins, puis qui sac un coup de patte, puis qui a le graphigne. J'ai envie de la prendre, puis dire, hey! Tu vas aller passer une nuit dehors. Tu vas aller passer une nuit dehors, ça va te faire du bien. Mais, la vue, puis là, elle est comme piteuse, puis là, tu fais comme, c'est correct. Tu sais, ça vient te chercher en dedans de toi. Ils ont un pouvoir, ça. Ouais. Moi, je pense que c'est des sorciers de niveau 20. OK. Ou des dragons qui se cachent en chat. Un des deux. C'est très mystique, les chats. Pour moi, c'est très mystique. Ça, c'est moins scientifique que ton histoire de verre de tantôt. Mais quand tu vas me trouver l'explication pourquoi qu'elle regarde le mur pendant 25 minutes, qu'elle fait rien, puis tu lui dis, si tu fais... Il y a des fantômes dans le mur. C'est intelligent que ça. Peut-être que c'est rien on les surestime. Peut-être que c'est rien des... On trouve peut-être toutes sortes de sens à ce qu'ils font, puis en fait, il n'y en a pas du tout. Peut-être que ça est en ligne de regarder le mur, puis chaque moins patient. C'est ça. Ces autres activités sont faites, on est rendu à celle-là. Exact. Alors voilà, Garfield, Black Sad. Et moi, je rajouterais une suggestion de la littérature classique avant, puis qui nous ferait bifurquer vers les films. Mais le chat de Cheshire de Alice. C'est vrai. Ben oui. Qui vient faire quoi exactement dans l'histoire, à part essayer de confondre Alice ou c'est vraiment une bonne question. Honnêtement, là. Mais qui est quand même devenu iconique, presque autant que le personnage d'Alice elle-même. Oui. Si on prend tous les autres personnages de Alice au Pays des Merveilles, il y a la Reine de Cœur, il y a Alice, il y a le chat. Le Chapelier. Le Chapelier, oui. Ouais. Mais après ça, là, le lièvre, la chenille... la chenille, OK. Mais c'est vrai, qu'est-ce qu'il fait à part être là puis flotter? Puis... Ben,
il est là pour la mystifier, moi, je pense. Il est là comme pour mêler les cartes ou il est un peu... il la nargue un peu là, au passage. Ouais, mais on s'entend-tu que c'est un gros boss d'acide, là? Oui, c'est ça. Qui disparaît, en laissant son sourire derrière. Il y a le Whisk-Carroll, là. Tout ce roman-là, Alice au Pays des Merveilles, c'est un méchant trip d'acide. Là. À la base, c'est une histoire pour enfants. Oui, tout à fait. Mais quand tu lis le livre, là, tu fais comme, là. Il prend des pilules, grandit, rapetisse. Holy tabarnouche. C'est quand même hard, là. Dans K-Pop Demon Hunter, c'est-tu un chat? Je pense que oui, hein? C'est un genre de gros chat, un gros tigre, là. Parce que j'ai vu le film juste une fois. C'est un démon, par exemple? C'est un genre de démon, mais c'est pas un démon, c'est un, comment ils appellent ça? Un familier. C'est un familier, puis oui, je pense que c'est un... Il est sympathique parce il devient comme un genre d'allié aux chasseuses. Mais je pense que c'est un genre de tigre blanc. Ah, peut-être. Peut-être. En tout cas, c'est sûr que c'est un très gros chat. Ah oui, mais ça. Ah oui, c'est... En vous écoutant parler, il y a deux choses que je n'avais pas notées qui me sont venues en tête concernant les chats. Premièrement, le cliché de film d'horreur. Ouais. Le chat qui passe par la fenêtre. Okay? Ah oui, qui se sauve. Ouais, non, mais je veux dire... Qui fait un scare jump. C'est ça. La personne se demande qu'est-ce qui se passe, puis qui s'approche de la fenêtre, puis tu te dis, c'est Jason, mais non, c'est un chat. OK? Ça, je regarde, ça revient. Et aussi, quand tu parlais de Black Sad, que c'était très adulte, je me suis dit, c'était quoi le film de dessin animé 18 ans et plus? C'était Fritz le chat. Ah, ça me dit rien. OK? Mais je ne l'ai jamais vu, moi non plus, mais je sais que ça fait partie des films qui ont longtemps été interdits. OK. Parce que c'est un film de dessin animé, mais c'est ça, pour adultes. Je sais qu'à un moment donné, à Ciné Cadeau, il avait présenté les 9 vies de chat de Garfield. OK. Où ce que Garfield, il explique que ce qu'il est en train de vivre là, c'est sa 9e vie, sa dernière vie, dans le fond. Puis là, on voit toutes ces 8 autres vies qu'il y a eu avant, parce qu'on n'en a pas parlé non plus, là, toute la légende, puis tout le folklore qu'il y a autour. Puis tu vois que c'était un chat qui a vécu pendant la guerre, puis un autre chat qui a vécu sur une famille riche de pianistes. Tout ça, c'est vraiment intéressant. Ça. OK. Mais ça commence pas qu'il y a des longues dents. Je pense que un dent de sable. Ouais, je pense que oui. Il y avait un Garfield avec des dents. Ça, c'était sa première vie, je pense. Ouais. C'est intéressant, ça, de voir toute la tu sais, puis c'était un Garfield qui était quand même humoristique, mais un peu plus sérieux. Tu sais, qui amenait vraiment sur plusieurs sauts, puis temporels. Ah, mais je parlais de la séquence de l'assiette avec les œufs puis le bacon. Là. Ça, c'est à la fin de l'épisode où il perd Audi. Ah oui. Ça aussi, oui, c'est drôle, là. Ouais, il se sent un peu coupable. Hein? Il se sent très, très coupable. Ouais, parce qu'il l'aime, Audi, dans le fond. Tu le vois. C'est qu'il n'est pas capable de le dire comme Audi est capable de le dire. C'est ça. Audi va y sauter dessus, il va le licher, tandis que Garfield, lui, c'est comme... C'est ça. Tasse-toi de là, mais quand t'es rendu que tu le dis plus à personne, c'est moins le fun. Exact. Autre chose que j'ai pensé... non, en fait, c'était ces deux choses-là, mais à part ça, là, j'en ai une liste. OK? J'en ai une liste. Que t'as pas mentionné concernant la BD. Ça se peut. Ouais. OK? Mais c'est curieux parce que c'est un chat qu'on ne voit pas dans la BD, mais qu'on voit dans le dessin animé. Le nom, je savais pas qu'il pouvait s'appeler comme ça. Seconde Guerre mondiale. Mais c'est aussi le chat d'à côté. Le voisin de Snoopy. Oh, ouais. Ouais. Oh. Il y a des bandes dessinées où Snoopy nargue un chat qu'on voit pas. Moi non plus. Puis ça fait juste comme... Tu te doutes que c'est un grand coup de griffe. Il manque la moitié de la niche de Snoopy. Ça, c'est intéressant. OK? Ou des fois, Snoopy part, il dit, je vais aller dire de quoi. Bon, puis il revient... Ça finit toujours mal. Ça finit toujours mal pour Snoopy. Et le fait que son nom soit Seconde Guerre mondiale, je trouve que ça a de l'allure parce que Snoopy a son personnage où il combat durant la Seconde Guerre mondiale. Il trippe pas mal sur la Seconde Guerre mondiale. Oui. Et comment commencent toujours les histoires qu'écrit Snoopy?
C'était par une nuit orageuse. C'est ça. Une nuit sombre et orageuse. It was a dark and stormy night. L'éléphant dans la pièce. En fait, non, là, c'est un sarcasme. L'adaptation cinématographique de Cats. La pièce sur Broadway. J'ai jamais osé le regarder. J'ai jamais osé le regarder, moi non plus. Mais c'est considéré comme un des pires films. Ça, c'est dit, de tous les temps. De théâtre à Broadway. Ben absolument. Je pense qu'il y a une suite qui vient de commencer et c'est... c'est culte. C'est toujours plein. Là. Ouais. Mais le film, OK? C'est les effets spéciaux. Au lieu de... On a tenté de faire un peu comme Black Sad, des espèces d'humanoïdes félins. Au lieu de les mettre en costume, là. C'est ça. Non, c'est comme des chats en CGI avec la face. Non. Le film, je pense, était dans le trou de 100 millions. Là. Mais s'il n'y a personne ici qui l'a regardé, qui le regarde? J'ai aucune idée. Il faudrait qu'on trouve les 4 personnes. Éric l'a peut-être regardé. J'en doute fortement. Mais il nous en parlera pas. Ah, peut-être que c'est un genre de mais c'est secret. C'est le genre de film que ceux qui ont joué là-dedans mettront pas sur leur CV. Ouais, et pourtant, là, c'était pas n'importe qui y avait là-dedans. Le réalisateur, ça doit être John Doe, j'imagine. J'ai aucune idée. C'est quand ils veulent pas avoir leur nom et ils disent que c'est John Doe. J'ai aucune idée. À part ça, bon, Jonesy, c'est le chat dans Alien. Ouais, exact. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on en a déjà parlé. Hein. C'est la confrontation entre l'alien et le chat. Là. Mm-hmm. Tu sais, quand l'alien voit le chat, puis que le chat le regarde, puis qu'il commence à grogner dessus, puis tu te dis, oh, c'est comme 2 prédateurs. Parce que, je l'ai dit aussi, je pense qu'une fois, ils ont fait des recherches au niveau des capacités physiques des animaux, puis au niveau de tout confondu, là, par rapport à la grandeur et tout ça, là, le chat est l'animal qui est le plus adapté et le mieux conçu pour sa survie et le combat. Par rapport à sa capacité, là, ça fait de lui le plus grand prédateur de tous les temps. Puis est-ce que le chat n'a pas quelque chose d'alien un peu aussi? Je pense que oui, tout à fait. Peut-être. En tout cas, il y a un centre de gravité qui fait en sorte qu'il retombe toujours sur ses pattes. Excuse-moi, je t'ai coupé. Là. Non, il n'y a pas de problème. C'est vrai que je suis d'accord avec toi, mais je pense que l'alien, Giger, il a peut-être... c'est peut-être inspiré un peu de... Il est très félin, l'alien. Il est grand, il est comme massif, mais en même temps, il est... Très agile. Il est très agile, marche à 4 pattes. Il n'a pas l'air à retomber, comme tu dis... Il a l'air à retomber toujours sur ses pas, qui est très féroce. Il fait félin, à mon avis. Oui, fort possible. À part ça, le chapoté. Ouais. Le chapoté avec son regard j'ai faim. Ah, dans Shrek? Dans Shrek? Ben, probablement que c'est devenu un cliché. Il doit le faire dans tous les films. Comment ne pas résister à ce regard-là? Et il le sait. C'est son arme fatale. Absolument. Je pense que c'est son arme. Dans Pet Sematary, tu le mentionnais, le chat s'appelle Church. Tom. Ouais, Tom et Jerry. De son nom complet, Tom Cat. J'avais aucune idée qu'il y avait le nom Cat comme nom de famille. Mais Tom et Jerry, la poursuite chat-souris. Puis c'était... Je pense qu'ils se sont adoucis avec les années, là. Mais les premiers... C'est assez violent. C'est probablement ça qui ont inspiré aussi Itchy Scratchy. Ça a l'air que non. Ah non? Non, parce que j'ai aussi Itchy Scratchy parce que j'ai cherché qui était Itchy puis qui était Scratchy. Je sais même pas. Scratchy, c'est le chat. Scratchy, c'est le chat. OK, c'est bon. me semble. Oui, me semble. Je sais pas. Moi, je sais pas. Itchy, mais en cherchant, ça marquait sur quel dessin animé Itchy Scratchy était basé, mais malheureusement, je ne l'ai pas noté. Donc oui, il y a ça. Et moi, j'ai toujours pensé que c'était Tom et Jerry. Dans Harry Potter, il y a entre autres Mrs. Norris, en français, c'est-tu Mademoiselle Norris? Qui est le chat de? Il y a Miss Teng. Ben, c'est peut-être ça en français. Qui est le chat de... Je ne sais plus. Il faudrait qu'Éric soit là pour nous le dire, mais il n'aime pas les chats. C'est ça. Il n'y a pas le concierge aussi qui a un chat? Oui, il y a beaucoup de personnages qui ont un chat comme familier. OK. Le chat s'appelle Goose et c'est le chat de Captain Marvel. Oui, les Flurkins. Qui mange tout le monde. Là.
Je suis désolé, j'ai les noms en anglais. Hein. Mais ça, c'était-tu dans Secret War que oui, qu'il Nick y avait Fury... une invasion de Flurkins sur le vaisseau. Ouais, puis pour faire évacuer le vaisseau, ils les font tout avaler par les chats, puis... Ouais, c'est mourant, parce que les chats là. les recrachent plus Ils tard. recrachent plus tard, fait qu'ils n'ont pas assez de capsules pour les évacuer, fait qu'ils les font manger par les chats. Puis ils mettent toutes dans les capsules, puis puis c'est ce qui a valu à Nick Fury son mais ça, c'est dans Captain Marvel. C'est dans Captain Marvel. Il va race, ce chat. C'est une race extraterrestre, ça. C'est des Flurkins. Des Flurkins, OK. Dans The Princess Diaries, dont je me rappelle pas le titre en français, Le journal d'une princesse. Le journal d'une princesse, il y a un chat qui s'appelle Fat Louis, ou Gros Louis probablement en français. Là. Je m'en rappelle pas. Dans Hocus Pocus, il y a un chat qui s'appelle Thackeray Binks. Qui est un chat qui est transformé. C'est un garçon qui est transformé en chat. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais le chat, c'est le familier par excellence des sorcières. Ben oui. Un peu comme Sabrina aussi, je pense. Oui. Salem, c'est un chat qui est... Absolument. Absolument. Le chat du Docteur Terreur. Ah, ouais. Docteur Terreur, Docteur No. C'est le classique des méchants avec le chat blanc. Hein? Oui. Il y a lui dans Inspecteur Gadget aussi. Mad Cat. Mad Cat, oui. Dans Inspecteur Gadget, dont on ne voit jamais, on voit juste la main. Oui. On finit-tu par le voir? Paraît que oui. Moi, je me suis fait dire qu'il y avait des épisodes que oui, mais tu sais, ils ont déjà eu un épisode, ça a l'air que le coyote rattrape... Oui, ça, c'est pas vrai, ça. Non, c'est ça. Une légende urbaine. Une légende urbaine. Puis il y a un épisode où Scratchy réussit à tuer Itchy. Mais ça, Homer a déconnecté la TV avant qu'on le voit. Oui, absolument. C'est des légendes urbaines. En fait, pour ce qui est du Roadrunner, moi, ce que je me rappelle, c'est qu'il y a un épisode où le Roadrunner arrête. Il arrête en arrière du coyote. Puis le coyote, il est comme tout essoufflé, puis tout ça. Puis là, tu te dis, il va refaire bip-bip, puis il va resprigner. Puis il dit... pas cette fois-ci. Non, j'en ai assez fait. Toujours dans ma puissante liste, Olivier, dans Olivier et compagnie. Oliver Katz. Ça me dit rien. Qui était pas... c'était un dessin animé? Oui. C'était pas une inspiration une adaptation d'une histoire de Dickens? Possible, oui. Oui, mais comme en chat. Ouais. Possible. Ah, j'allais voir ça m'intéresse. Il y a un chat pas de nom dans Coraline. Ouais. Il n'y a pas de nom? Ben, en tout cas, moi, m'en donnait pas. T'es peu, ça, Coraline. Oui. Ouais, c'était pas... Coraline, c'était-tu Tim Burton ou c'est inspiré de Tim Burton? C'est une histoire de Neil Gaiman. Neil Gaiman à la base. OK. C'est inspiré clairement de Tim Burton. Je pense même à la réalisation, je me rappelle pas. Mais le genre d'animation, ça fait un peu Frankenweenie puis Jack. Mais je trouve que c'est une coche plus que Tim Burton pour le côté effrayant. Là. Ah oui, c'est quelqu'un rentre dans le monde des boutons. Là. Dans Hunger Games, il y a le chat qui s'appelle Buttercup, probablement que c'est le nom en anglais. Il y a eu une controverse avec ça, c'est que dans le premier film, le chat qu'ils ont pris n'avait pas les couleurs qui étaient inscrites dans le roman. Ah ben. OK? Race swap. Donc, je me souviens même pas qu'il y avait un chat dans le roman. Fait que... C'est ça, mais j'ai pas vu plus le film, tard, ni le roman. dans les autres films, ça a été corrigé. Ouais. Ça commence à être précis quand même. Oui. Quelqu'un chiale parce que le chat n'a pas la même couleur que le livre. Là. Faut que ça y ait important dans l'histoire. C'est ça. Mais on est dans l'univers des crinqués. Ah oui, effectivement, on est des passionnés. Artemis et Luna sont des chats dans Sailor Moon. Oui. Ouais, ça c'est pas... Probablement c'est une chatte. Probablement la chatte la plus connue de la planète. Des t-shirts, des petites breloques après les... Hello Kitty. Je pense qu'il y a un épisode de Toys That Made Us. Sûrement. Sur Netflix, uniquement sur Hello Kitty. Quelque chose qui était censé faire patate. Là. Ça a été un succès mondial.
Félix le chat. Oui. Grumpy Cat. Oui. Ça, c'est un phénomène Internet. Là. Un chat, mais tout le temps Il a toujours l'air... grumpy. c'est ça. Il a toujours l'air marabout, mais il est fait de même. Sylvestre. Ah, le gros minet. Gros minet, absolument. Il mange chez bon Et- aussi, Sylvestre. Oui. Et à un moment donné, il y a un fils. Oh, C'est vrai, il y a des dessins animés où il y a un petit Sylvestre. Et c'est souvent les épisodes où le fils dit à son père, ben là... J'avais un toutou de ce petit OK. chat-là. Ah oui. Oui. Ben, souvent, son père dit, je vais te montrer comment attraper des souris, mais la souris est remplacée par un kangourou. Oui, c'est vrai. Fait que Sylvestre mange toute une volée, et à chaque fois que le petit chat va voir, c'est la petite souris qui revient. Donc, hey, il a mangé des sincères volées, Sylvestre. Honnêtement, là. Il est fait dur. Honnêtement. quand il est dans le building en face et qu'il voit Titi dans l'autre building, essayer de passer d'un building à l'autre est toute une aventure. Mais Titi, il est pas fin. Elle est pas fine, c'est une fille. Titi, on le sait pas. On sait pas, c'est quoi? On le sait pas. Elle est pas fine. Oui, il est pas fin. Mais en fait, en tout cas, moi, le dessin animé qui me vient en tête, il fait rien. Il fait juste regarder le chat. Je crois essayer. que j'ai vu un gros minet. Ouais. Mais c'est vrai que les premiers dessins animés avec quelque chose qui ressemble à Titi, c'était pas fin. Alors moi, je me souviens où il est pogné sur une corniche, puis que Titi allait enlever Un les doigt, doigts. deux doigts, trois. Oui. Absolument. C'est pas très gentil. Boule de neige. 1, 2, 3, 4 et 5. Non, il 5? Il y a eu 5 chats chez les Simpsons appelés Boule de neige. Ça fait que ça fait un beau cimetière, ça. Mhm. Mais non, il y en Une chance a. qu'il n'est pas hanté. Mais je pense que tous les décès des 4 premiers sont documentés. Non? C'est pas le fruit du hasard. Là. Il est arrivé quelque chose au chat. Je pense qu'il y en a 4 qui sont morts dans un seul épisode. Ah oui? Oui. OK. Ben, il y a eu un épisode où il y en a au moins 3 certains qui sont morts. Le premier est décédé, il essaie d'en avoir un autre, il meurt. Oui, c'est ça. OK. C'est comme la fatalité. Le chat dans le chapeau. Oui. Oui, ça, c'est Dr. Strauss. Zeus. Zeus. Excuse-moi, pourquoi j'ai dit que Strauss? C'est un autre docteur. Ouais. Ouais, peut-être. Ah, ça, c'est un compositeur qui a fait de la musique. Oui, c'est ça. Ben, tu parlais d'écouter de la musique classique en écoutant. Non, tu parlais de jazz. Jazz. Là, t'as reculé trop. Ouais. T'as reculé trop dans le temps. Puis là, le dernier, c'est pas un chat, mais c'est comme s'il avait la place d'un chat. C'est Meowth dans Pokémon. Ah oui. C'est pas un chat? Ben oui, on peut dire que c'est un chat. C'est celui qui C'est un Pokémon, Meowth? Oui. Oui? Qui accompagne il n'y a pas d'animaux dans l'univers de Pokémon. Parce que ça ressemble vraiment à un chat. Moi, je pensais que c'était leur chat. Ouais, non, mais il y a quelque chose dans le front là, qui fait un peu... Il y a des petites moustaches pic-pic. Parce qu'on le voit jamais rentrer dans une boule de Pokémon. Non. Non, en Pikachu, effet. on le voit, mais jamais Meowth. Mais Puis il parle. est-ce que la Team Rocket a des boules de Pokémon? Oui, Je me rappelle tellement pas. je croirais que oui. Mais c'est vrai qu'il est toujours avec toujours eux à côté. Tout le temps. C'est Tout le vraiment temps, le tout le personnage principal. Oui. Tandis que Pikachu, c'est pas réel. Ben, c'est un personnage, mais il n'est pas de temps principal. Il n'est pas toujours là. Mhm. Mais c'est vrai. Il est plus passif aussi, Pikachu, parce qu'il parle pas, justement. Ouais. Il fait des piquants. Je suis content qu'on ait écœuré et qu'on y va tous la tête. Mhm. Piquant. Il a déjà été détective. Mhm. Ouais, mais le film est très bon. Là. Ah oui? Moi, j'ai bien aimé ça. Je regardais ça c'est vrai. avec mon garçon. Là, puis... C'est vrai, je pense que j'ai pensé par-dessus ça. Le film Chat et chien, J'ai pas vu. moi, c'est que les enfants, il y a de cela bien des années, ont vu ça en boucle. là. Mhm. Ben, on a écouté les Aristochats. Là, de Oui, Disney oui, aussi. on en a parlé tantôt. Ah ouais, ça, c'est Mais classique. chien et chat, c'est qu'en fait, quand les humains ont le dos tourné, eux autres, ils sont équipés, là. Ils ont des quartiers généraux. C'est la guerre entre les chats et les chiens. Malgré, c'est plus les chats qui en veulent aux chiens. Là. Les chiens, eux autres, chats c'est jouent comme... le rôle des méchants, je pense. Ouais. Ouais.
Ouais, puis on voit pas de films comme Toby, joueur étoile, là, le chien qui joue au soccer, le chien qui joue. On voit pas les chats. Les chats font pas ça. Non. Il y avait Retour au bercail à l'époque, qui avait un chat dans le trio d'animaux. OK. Mais c'est ça. Là, je veux dire, avoir continué de fouiller, là, probablement, j'en aurais pour 3 pages. On n'entend pas parler de chats non plus sur l'Arche de Noé. Fait que... Ah! Mais il y avait sûrement des tigres puis des lions. Certainement. Peut-être. Certainement. Donc, peut-être que les chats viennent de l'espace. Ils viennent de la Lune, mais du tard. Ils ont sauté de Utar à la Lune et de la Lune à la Terre. C'est comme ça qu'ils voyagent. Puis qu'ils viennent nous voir. OK. Exact. Fait que là, les soirs de pleine lune, là, quand vous voyez votre chat, là, ben, il peut sauter jusqu'à la Lune. OK. Puis retourner sur Utar. Donc, quand on entend hurler, on pense que c'est les loups, mais c'est peut-être les chats. C'est peut-être les chats. Ne croyez pas tout ce qu'on dit. Il y a plein de choses de bizarres chez les chats, comme le ronronnement. Tu sais, les scientifiques sont pas... les vétérinaires, les spécialistes sont pas tout le temps, qui sont pas capables encore d'expliquer correctement et concrètement pourquoi ils font ça. Parce que des fois, ça peut représenter quelque chose, mais d'autres fois, non. Ça représente différentes émotions. Oui, exactement. Fait que c'est mystérieux. C'est peut-être un signal à la base centrale. Peut-être, exactement. C'est très mystérieux. Moi, je trouve que c'est un animal qui est très mystérieux. Oui. Ce que je retrouve pas dans le chien, parce que moi, je suis un homme à chat. Je suis pas un homme à chien. Je retrouve pas ce côté mystérieux-là dans le chien. Mais j'ai jamais eu de chien. Peut-être que les chiens font la même chose que les chats. Ils vous mettent un verre dans le cerveau pour vous amadouer. Pas mal sûr. J'ai regardé pour les jeux vidéo un peu. Oui. Puisque Red n'est pas là. Aujourd'hui, dans le jeu Elden Ring, il y a un chat qui s'appelle The Erd Tree Burial Watchdog. OK, un chat qui s'appelle Watchdog, là, okay. ça me fait un peu... Mais ceux-là sont pas fins. C'est clair qu'il ne faut pas essayer de les amadouer. Dans Sonic Adventure, il y a un chat qui s'appelle Big the Cat. Il y a un jeu de Black Sad qui s'appelle Black Sad Under the Skin. Que tu joues le personnage principal. Moi, j'ai pas joué. Mais je pense que ça avait l'air, en tout cas, beau. Je ne sais pas si c'est bon, mais ça avait l'air bien beau. Dans Animal Crossing New Horizon, il y a un chat qui s'appelle Raymond. Dans Final Fantasy, là, je ne sais pas lequel, mais c'est pas le 7, comme je parlais tantôt. Il y a un chat qui s'appelle Kate Sit. Et dans Super Mario 3D World, il y a Cat Bowser. Ah oui? Ouais. Eh ben. Là, je ne sais pas si c'est Bowser qui devient un chat ou si c'est vraiment un autre personnage, là. J'ai aucune espèce d'idée. Un Bowser avec l'agilité d'un chat. On a-tu besoin de ça? J'ai aucune idée. Moi, je reste avec mon Bowser dans sa tête de clown qui vole là, à la fin de Super Mario World. Ouais, exact. Qui a été repris par Bowser Junior après. Oui, probablement. Dans les nouveaux. Hein. Oui, je pense avec... dans le nouveau film aussi. Oui, mais je pense qu'avec tous les jouets dérivés du film, tu peux l'acheter, cette affaire-là. Là. Puis, je me suis retenu. Mario aussi, il a maintenant dans les nouveaux jeux, il a son costume de chat. C'est vrai. Oui, il peut se transformer en chat. Oui, à ce temps, ils ont pas mal de costumes. Ah oui, il y a aucune Mario Kart, à cette heure, avec les nouvelles versions, tu peux acheter des features. Là, ils ont mis les costumes justement pour... Il est très, très efficace quand il est en chat. Là, il va vite, puis il saute partout. Puis, il est dur à contrôler. C'est sûr que des chats, on n'a pas tout nommé, là. Oui? Les jeux. Oh, OK. Jeux de table. Okay. Incontournable. Mon Dieu. Ici, j'ai la version zombie. Hey, c'est vrai, je l'ai, Exploding Kitten. C'est Exploding Kittens, qui est jeu de cartes, jeu de bataille, en fait. Hey, c'est tellement ridicule. Où on s'amuse à être traître envers nos amis, les personnes avec qui qu'on joue. Fait que c'est vrai. Un jeu de bataille dans lequel on a des cartes d'action. Puis le but, c'est de ne pas pogner la bombe, le Exploding Kittens qui est dans la pile. Puis il faut que tu joues les bonnes cartes pour ne pas y arriver. C'est ça. Fait que moi, j'ai la version zombie. J'ai les deux versions, en fait. Puis ce qui est fun,
avec Zombie Kitten, c'est que c'est pas une extension OK. de Exploding Kitten. Seul. Tu peux l'acheter juste celui-là puis jouer avec celui-là. Je pense que c'est facile à jouer, facile à comprendre. Oh oui. Super facile à comprendre. C'est un peu long au début parce que, tu sais, les actions, bon, premièrement, tu regardes les cartes, tu trouves ça très drôle, très niaiseux. Puis là, il faut lire les actions pour essayer de comprendre qu'est-ce que chacune des cartes font parce qu'il y en a quand même une bonne variété. Mais un coup que tu as pogné la twist, là, ça se joue quand même assez rapidement. C'est ça, mais quand tu veux t'amuser vite, là. Oui. Mes nièces adorent ça. C'est pour toutes il y a beaucoup d'extensions, il y a beaucoup de choses. Ouais. C'est pas très dispendieux non plus. Non. C'est vraiment un passe-partout que tu peux jouer avec tout le monde. Là. Adulte, enfant, c'est drôle. Puis c'est ça. C'est tellement niaiseux que ça va chercher pas mal tout le monde. C'est ça. Si tu perds, t'es même pas fâché. Ça fait du bien, les jeux comme ça. Non, oui. Tu sais, ce que tu fais comme... t'as joué 15 minutes, puis c'est comme... C'est ça. Tu te sors de la tête. C'est un peu comme jouer à un jeu vidéo Lego. Là. Tu meurs, puis c'est pas grave. C'est pas grave. Ça. Si tu perds, c'est pas grave. C'est rien pour le fun. Absolument. Donc, des chats, il y en a partout. J'espère qu'on vous a fait voir que finalement, c'est peut-être plus gros qu'on pensait, le monde du chat dans la culture pop. On y va avec nos Sam allume. Imaginatrix. Ça m'allume. Je suis allée à une place vraiment, vraiment cool au cours des dernières semaines. C'est à Edmundston, environ à 1h15 d'ici. Pas très loin. J'ai été essayer les arcades chez Tech Noir. OK. Puis c'est vraiment, vraiment une belle place. Super abordable, avec une variété de jeux qui est vraiment hot. Il y a des arcades, mais il y a vraiment de tout. Pour tout le monde, pour toutes les générations. Je suis allée là avec ma famille. On a passé un après-midi là. Il y a Bert qui est le propriétaire, qui est super sympathique, il vient s'assurer pour être sûr que tout est correct. Si on a besoin d'aide, si on a besoin de conseils, il est tout le temps là pour nous aider. C'est vraiment hot. Puis tu rentres vraiment comme dans un autre monde, là. Tu sais, toute la lumière de l'extérieur est coupée, toutes les fenêtres sont cachées, tout est couleurs fluo, néon, des blacklights. C'est le paradis. Je vois la petite étincelle dans l'œil à Sylvain. Puis, nous, dans le fond, on avait réservé comme la salle qui était adjacente à ça parce qu'on était quand même un gros groupe. Fait que le temps que tout le monde arrive puis qu'on se mette à jouer, on avait accès à une table de pool. On avait... En fait, tu peux réserver en groupe, c'est le fun, ça. Tu peux réserver en groupe, oui, c'est ça. Puis ça revient quand même assez avantageux. C'est vraiment pas cher, pareil, là, comme forfait. Puis il n'y a pas de 25 cents que tu mets dans les machines. Mettons? C'est payé à l'heure. Okay. Puis t'arrives, tu fais juste comme t'inscrire, puis lui, il calcule le nombre de temps que tu passes là, puis tu payes la facture avant de partir. Ça, c'est intéressant. Puis plein de bonbons, de cochonneries. Pour les enfants, t'es super contents pour ça aussi. Mais la variété de jeux, écoutez, c'était tellement le fun. Il y avait, des arcades. Il y avait 2 pinballs. Il y avait un set de Rock Band au complet que tu pouvais aussi jouer à Just Dance. Il y avait une section lounge avec des consoles comme la GameCube, la PlayStation, avec tous les vieux jeux que tu peux jouer avec des manettes. Des voitures de course. Il y avait même une section plus horreur un peu avec un jeu de zombies puis un jeu de Freddy's Fright Night que les jeunes ont... Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's que les jeunes ont particulièrement, les ados ont particulièrement aimé aussi. Fait vraiment cool comme place, puis c'est comme drette pas loin de chez nous en plus. C'est sûr qu'on y retourne en gang. Mes amis ont vraiment trippé aussi. Puis bref, c'est ça. Ça a été une belle expérience. À 1h15 Edmundston, là, je ne veux pas faire mon agent touristique parce que ma belle-sœur, elle reste là, mais je ne suis pas encore allé aux arcades. Mais maintenant, avec la 85 qui est pratiquement finie, c'est rendu à une heure. C'est tellement facile, là. Je veux dire, c'est moins dangereux qu'avant. C'est une autoroute, tu te mets dans la voie de droite, puis c'est vraiment, là, il n'y a plus d'excuses là, pour aller à l'Atlantique, là. Puis il y a des belles choses à Edmundston. Oui, vraiment. On a fini la soirée au Quai Padre, manger des tacos. Ils ont un fort aussi, un vieux fort. Oui, on le voyait. Puis, tu sais, on pouvait
aller d'un endroit à l'autre à pied dans la ville. Là, c'est ça. Puis on change de province, mais on passe pas de frontières. Exact. On passe pas de frontières, on n'a pas besoin de passeport. On change d'heure, par contre. On perd une heure. Ça, c'est un peu compliqué à expliquer aux invités. Là, comme, mêlez-vous pas, quand vous allez passer la frontière, votre cellulaire change automatiquement d'heure. Là. Oui, c'est vrai. Fait que tout le temps obligé de leur dire les 2 heures. OK, c'est à 3 heures, heure du Nouveau-Brunswick. Ça veut dire 2 heures, heure du Québec. C'est tout le temps... La porte d'entrée de l'Atlantique. Oui. Il y a des belles choses, puis c'est le fun. Vraiment une belle ville à découvrir, Edmundston, sérieusement. Des beaux attraits touristiques. J'ai hâte de pouvoir y aller. Puis si t'es un peu gambler, tu peux finir la soirée au casino. Ben oui, absolument. Le Greystone Casino. Ça fait vraiment casino. Casino des films, là. Oui. Paperman? Écoute, moi, j'en ai 2. Le premier, je vais faire ça très rapidement, c'est la nouvelle saison des Boys. Je sais pas quoi dire. Honnêtement, là, je veux dire, c'est tellement vulgaire, c'est tellement n'importe quoi. Mais en même temps, tu te dis, à l'origine, c'est une caricature de ce qui se passe dans la société. Mais là, t'es tellement proche de la réalité que tu sais plus si c'est une caricature ou c'est devenu moins pire que ce qu'on vit présentement. Tellement ils sont ça à coche, là, vraiment, sur des affaires. Là. Mais c'est vrai que mettez pas vos enfants à côté de vous autres quand vous écoutez ça. Là. Surtout la version traduite québécoise, là. Ouais. Parce qu'ils utilisent des jurons là-dedans, mon ami, là, puis c'est pas des jurons c'est pas des sacs, là. C'est des mots très, très, très vulgaires que tu veux pas prononcer devant tes enfants. Okay. Mais c'est très bon, c'est bien écrit, mais c'est un style particulier. Puis, écoute, gros coup de cœur. Le visage du créateur. Le visage du créateur, c'est une bande dessinée qui vient juste de sortir aux Rue des Sèvres. C'est Laurent-Frédéric Bollé, c'est le même scénariste. C'est pas un petit livre, hein? Non, 265 pages. C'est le même scénariste qui a fait La Bombe. Et c'est sur la tragédie de Challenger en 86. Alors, on voit toute la construction de comment c'est arrivé, mais aussi comment on est arrivé à amener des civils dans l'espace, toute l'histoire géopolitique, la guerre, pas la guerre, mais la course à l'espace et tout ça. Et écoute, à la fin, moi, j'ai fini de la lire aujourd'hui au travail, parce que ça m'arrive des fois de lire, prendre des pauses, parce que sinon, je verrais fou raide. J'ai toujours pensé que les 7 astronautes étaient morts dans l'explosion, mais non. Ils ne sont pas morts dans l'explosion. La capsule, tout ce qu'il était, elle s'est détachée de la navette et elle est tombée dans l'océan à 333 km/h avec une force de 200 G. Ça a pris 2 minutes 45. Et le dernier contact qu'ils ont eu avec le sol, le capitaine, le commandant du vaisseau a réussi à démarrer 3 appareils de respiration pour les habitants, les astronautes. C'est-à-dire qu'il y a au moins 3 personnes qui étaient dans la capsule, qui avaient de l'air, qui respiraient, qui n'étaient pas morts. Pendant 2 minutes 45. T'imagines-tu à quel point j'avais jamais lu ça nulle part. J'ai toujours pensé, moi, qu'il était comme... Mon cerveau, il s'est comme protégé, puis parce que je l'ai vu en direct plusieurs personnes. Moi, je me suis toujours dit, tu sais, ton cerveau se protège, c'est fini. Non. T'imagines-tu l'angoisse de ces gens-là, 2 minutes 45 à descendre, en sachant très bien ce qui allait se passer, là? Parce qu'à part les 2 civils, mais même les civils étaient formés, c'est tous des astronautes qui savent très bien là, qu'ils n'ont aucune chance de survie. Là. C'est troublant. La finale est troublante. La BD est troublante parce que c'est une immense tragédie, mais en même temps, c'est un devoir de mémoire et c'est excessivement précis au niveau du scénario. Beaucoup de recherche, beaucoup de travail, des super dialogues. On apprend à connaître chaque astronaute qui est allé là-dedans, tous les gens. Puis tu sais, en 86, quand on le vu à la télé en direct, là, il n'y a personne qui parlait. Tu sais, elle a explosé, là, puis c'était comme le vide, là. C'était comme... Tout le monde était comme, mais voyons donc, qu'est-ce qui est arrivé là? Tu sais, puis tu voyais les images à la NASA, c'était la même chose, là. Ben, dans la BD, c'est ça, là. Quand ça arrive, là, il n'y a personne, c'est des pages et des pages où il n'y a pas de dialogue, où tu vois rien que le monde qui font comme, ben voyons donc. Puis à un moment donné, t'as un qui dit « Je pense qu'ils ont un problème ». C'est une super BD. La bombe était très bonne parce que ça nous parlait vraiment de la construction de la bombe. Ouais. Là, on se penche là-dessus.
c'est un chef-d'œuvre. Honnêtement, là, il faut lire ça. Bon, il faut aimer l'espace, puis il faut avoir du temps parce que c'est 265 pages. Puis il n'y a pas 2 lignes de texte par page. Là. C'est beaucoup de dialogue. Moi, ça m'a pris 3 semaines à lire. OK. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux, mais c'est immensément touchant. Puis c'est troublant en même temps. Toute la pression que ces gens-là avaient aussi, tu sais, pour cette fameuse course à l'espace et tout ça, tu sais. Puis on se dit, est-ce que ça aurait pu être évitable? Est-ce que c'est toutes les questions qu'on a avant et après? Puis je savais pas cette histoire-là. Mm-hmm. Puis l'auteur, Laurent Frédéric Bollé, m'a encore appris des choses. Et à la fin, la seule partie de fiction qu'il y a dans la BD, c'est le 2 minutes 45. Alors lui, c'est imaginer qu'est-ce qui se serait passé pendant ce 2 minutes 45-là. Alors tu as une dizaine de planches où tu vois le commandant qui réalise qu'il monte plus, puis qui descend. Puis lui, il s'est dit, probablement que ça s'est passé comme ça, parce que c'était des gens qui étaient formés, puis qui se rendent compte à un moment donné que c'est fini, là, je veux dire, on va mourir. Puis c'est long, 2 minutes 45. Ça paraît court, là. Moi, je me suis mis dans la tête de ces gens-là, puis je me suis dit, ça doit être épouvantable. Épouvantable. Quelle belle BD. Honnêtement, là. Puis la page couverture est superbe. Et le visage du créateur, ça vient d'un poème qui a été repris souvent par la NASA. Et ça termine, le poème se termine avec « Je vais rencontrer le visage de mon créateur » parce que ça a été écrit par un aviateur qui est décédé dans les années 40. Puis c'est vraiment une magnifique BD. Honnêtement, là, ça vaut la peine si vous aimez l'exploration spatiale et le drame. C'est sûr que c'est un immense drame, mais en même temps, il y a d'autres choses. Il n'y a pas rien que le drame. Tu sais, il y a tout aussi la fierté que les 2 civils avaient de se dire on va être les 2 premiers civils à aller dans l'espace. Tu sais, on a fait tout l'entraînement, puis tout ça, tu sais, puis c'était on apprend à connaître ces personnes-là, l'enseignante entre autres, tu sais, on la voit dans sa vie tous les jours avec ses enfants. C'est immensément touchant parce que c'est cet aspect humain-là, on l'a pas toujours. Mm-hmm. Tu sais, on les voit partir dans l'espace, on les voit revenir, on se dit hey, ils sont hot, mais ils ont une vie autour de ça. Ils ont une vie, ces gens-là. Puis c'est leur vie que ça nous raconte. Mm-hmm. Puis ça, moi, ça m'a beaucoup touché. Honnêtement, ça m'a énormément touché. Faites de la bonne BD. Honnêtement, quand je dis que la BD est plurielle, là, puis que tu peux aller partout, là, tu sais, lire un livre de tout ça, j'aurais été touché, mais le voir, tu sais, le sentir, c'est pas pareil. La BD amène quelque chose de plus à cette histoire-là. Puis Laurent Frédéric Bollé, là, honnêtement, là, la bombe, c'était de la bombe, on va le dire. Là. C'était vraiment de la bombe. Ça aussi, là. Vraiment, là, il est très, très, très hot. Là. Ouais. Je ne sais pas combien d'années de recherche qu'il a fait là-dessus, là, mais je veux dire, faut vraiment que tu ailles dans tous les domaines, dans toutes les places pour vérifier, contre-vérifier tes informations. Parce que oui, on est dans le documentaire aussi, là. Je veux dire, quand la NASA parle, là, c'est les vrais extraits que la NASA, les enquêtes, tout ça. Alors voilà, c'est mes deux ça m'allume. Un qui est un peu plus tata, puis un qui est un peu plus sérieux. Moi, en fait, j'en avais un, mais finalement, j'en ai 2 parce qu'hier, j'ai terminé le visionnement du documentaire sur Hulk Hogan. OK? Oh. Il y a ça sur Netflix. Bon, je savais pas quoi regarder. J'ai commencé à regarder ça. C'était en 3 épisodes. Okay. Ouais, mais d'à peu près 1 heure chaque. Là. Ça commence avec le cercueil qui rentre... avec sa mort? C'est ça. Je pense qu'il y avait une arène d'installer. En tout cas, c'était la grosse affaire. Pour nous dire que finalement, c'est la dernière chose qu'il a faite, ce documentaire-là. Fait qu'il est là tout le long du documentaire, les 3 heures. Et à la fin, il reste à peu près une demi-heure. Ils disent, bon, ben là, je pense qu'on en a assez. S'il nous manque des images, on va te rappeler. Mais à date, je pense qu'on en a filmé pas mal. 3 mois après, il est décédé. Il est décédé. Fait qu'on a, oui, des entrevues avec les mêmes personnes qui sont dans le documentaire, mais à sa mort, là. Et finalement, quand tu revois ça, ils disent aussi dans le documentaire, si ça n'avait pas été Hulk Hogan, la lutte aurait été au même niveau que le roller derby. Là. Oui. C'est devenu immense grâce à Hulk Hogan, avec des gros hauts, des gros bas. Il y a bien des gens
dont on entend parler dans ce documentaire-là, qui parle pas dans ce documentaire-là. Sa fille, entre autres. Pas un mot de sa fille dans le documentaire. Son fils, oui. La mère des 2 enfants, oui. Mais sa fille, je pense aussi à un moment donné, sa dernière femme serait sa 3e. Il n'est aucunement question de la 2e. 0. Il mentionne même pas qu'il y a eu une 2e femme. Fait que là, ou c'est moi qui ai mal compris. Regarde, il y en a peut-être rien vu 2, là. Mais j'ai bien aimé le documentaire parce que ça fait voir des choses qu'on a vécues. Je veux dire, moi, la Hulkamania puis les figurines de Hulk Hogan, là, ou Hulk Hogan dans Rocky 3. Oui. C'est là qu'on l'a vu. Dans ces merveilleux films qu'il a fait. Oui, aussi. Coupe. Oui, Nounou, quelque chose. Ouais, Nounou de l'espace. Là. Non, même pas. Il est gardien d'enfants. Ah oui. En tutu. C'est un ancien gardien de sécurité, je pense. Mais il a quand même soulevé le géant ferré de terre. Oui, mais avec de l'aide. Non. À l'écran, il lève pendant le combat puis il le slam à terre. Oui, mais parce que tu le vois dans la bande dessinée d'André le Géant. Là, OK. Parce qu'à l'origine, André était censé gagner. OK. Puis, à un moment donné, il est allé voir les responsables, puis il a dit, moi, je suis plus capable, hein, parce qu'il était malade. Il avait énormément. Puis, ils sont allés voir Hulk Hogan. Puis là, ils ont dit, tu gagnes. Fait que Hulk Hogan a dit, cool. Puis, il dit, c'est quoi le combat? Il dit, suis André. Fait qu'il a dit, OK, suis André. Non, il dit, tu fais le combat, là. Puis, il dit, à un moment donné, André va te dire. Puis, à un moment donné, c'est ça, il a dit, c'est là. Fait que là, Hulk Hogan, il dit, c'est quoi qu'il y a là? Il dit, c'est là. Il dit, tu me slams. Puis André s'est donné un petit swing pour, rien que pour le partir. Après ça, c'est là qu'il slam qu'il a réussi. Ça n'avait jamais été fait de tout. Non, jamais. C'était un phénomène incroyable. Slammer André the Giant, là, ça se faisait pour. Ouais, puis avec ça, c'est là qu'il l'a gagné. À la fin, c'est ça, il a dit... Il est décédé quelques années après parce qu'il était très malade. Oui, ben c'était dû à son gigantisme. Oui, exactement, mais son rythme de vie aussi. Oui, peut-être. Il buvait beaucoup de bière, il mangeait très mal. Il n'avait pas un très bon rythme de vie, mais de base, il était malade aussi. Ouais. Mais oui, ça a été un moment historique. C'est ça. Qu'on revoit souvent. Ça donne pas toujours... Le documentaire donne pas toujours une bonne image de la lutte, mais j'avais vu aussi le documentaire sur Vince McMahon. C'était pas guère mieux. Non, c'est ça. Mais bon... C'est un milieu particulier. J'ai trouvé ça intéressant comme documentaire. Ben, c'était un gros personnage. C'est ça. Controversé, mais... Mais ça demeure une icône. Culte. Absolument. Culte. C'est, comme tu le dis, sans lui... C'est ça. Probablement qu'il n'y aura pas d'autres personnages dans ce genre-là, mais ça vient avec l'époque aussi. Il a influencé tellement de lutteurs après ça qui se sont comme un peu collés sur lui, sa façon de faire. Son exubérance. Exact. L'autre chose qui m'a allumé, c'est pas tant culture pop, mais ça vient de là. Ça s'appelle l'effet Proteus. OK? L'effet Proteus est un phénomène psychologique observé au départ chez les joueurs de jeux vidéo qui deviennent leur avatar. OK? Bon, dans des open world, tu crées ton personnage, mais ils se rendaient compte que ils ne jouaient pas le personnage. Ils devenaient. OK? Les joueurs agissent comme leur personnage quand ils sont dans le jeu vidéo. Là, moi, je me dis, ça date pas des jeux vidéo, là. Je veux dire, le grandeur nature, c'est ça. Le Donjons et Dragons, c'est ça, là. Mais l'article que j'ai lu, qui était dans une revue psychologique, disait, si on est capable de faire ça avec un avatar, pourquoi qu'on le fait pas avec nous autres? C'est-à-dire t'écris, c'est qui Marc Gagnon? Incarner la personne que tu voudrais être. Ouais. C'est qui Marc Gagnon? Puis à travers ça, là, tu tweets 2-3 affaires. Puis la vie devient une grosse game de grandeur nature.
Parce que j'ai pas assisté à du grandeur nature très souvent, une fois, pour être précis, avec un certain raid de gamer. Puis je peux-tu vous dire que, oui, physiquement, c'est le même gars, là, mais quand la game commence, c'est plus le même gars. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais. Ah. Fait que ça, je savais qu'on pouvait hacker notre cerveau à penser qu'on est confiant. Mais j'avais jamais vu ça comme ça. Mais tu sais, il y a une différence entre le faire pour jouer puis le faire pour être quelqu'un d'autre. Peut-être. Parce que tu sais, quand tu fais du grandeur nature, ben à la fin du jeu, tu redeviens toi-même. Puis ça n'a pas de conséquences. Ça n'a pas de conséquences. Tandis que si tu le fais dans le but d'être quelqu'un d'autre, ben tu vis avec mais c'est ça, c'est que c'est pour ça que je te dis, t'es pas quelqu'un d'autre, mais t'es la version de toi-même que tu veux être. C'est ça. Okay. Mais tu restes avec cette idée-là que t'es pas réel. Tu sais, il peut y avoir une extrême confusion au niveau de qui tu es vraiment. Peut-être. Mais je trouvais le concept intéressant parce que il y a aussi ce qui s'appelle la posture gagnante. Parce que ça, je parle de ça dans mes coachings avec les étudiants. Que juste le fait de te tenir plus droit, de te sentir confiant, dis à ton cerveau, fournis-moi de l'ocytocine. Bon, c'est-tu de la pseudo-science? Je le sais pas. Mais si ça marche, pour toi, tant mieux. En anglais, ils disent « fake it until you make it ». Ça, moi, j'aime pas ça. Oui, c'est le fun, ça rime, là. Mais en fait, c'est pas de faire semblant, c'est de faire comme si. C'est intéressant. Mais ça vient du monde des jeux vidéo. Ça me fait penser à un truc que j'ai vu par rapport à ça, là, qui expliquait le paradoxe de Thésée par rapport à savoir si la personne qui se réveille le matin est toujours la même personne qui s'est couchée le soir. Parce que le bateau de Thésée, quand ils l'ont ramené, ils ont dit c'est tellement important qu'on va le garder en souvenir. Sauf qu'à un moment donné, il y a une planche, malheureusement, qui a commencé à pourrir. Ils en ont mis une nouvelle. Ils en ont mis une autre nouvelle. Oui. Ça fait que jusqu'au temps qu'ils ont tous été remplacés. Est-ce que c'est encore le bateau de Thésée? Alors, ton corps, par jour, il y a 80 grammes de matière qui se renouvelle. Ta peau, tes globules rouges. Tes neurones. Alors, la personne, quand tu te lèves le matin, est-ce que tu es encore la même personne que quand tu te couches? En fait, on est une accumulation de spare parts. Fait que ça me fait penser à ça, là, ton affaire de est-ce qu'on est la même personne? Ça, c'est de la philosophie de comptoir. Oui, à 25 cents. Mais tu vois, puis en plus, on est dans le grec, là. Oui. Parce que Protéus, je me rappelle pas, c'est le dieu de quoi, là? C'est Prométhéeus. Non, mais Protéus, ça en a un nom. Sûrement. Oui. Je pensais que c'était un jeu de mots qui était dérivé de Prométhée. Non. Et d'ailleurs, Protéus est aussi la marque d'un sous-marin grec. Puis je vous dis ça comme ça, là, nos auditeurs comprendront pas, là, mais un sous-marin, c'est un vaisseau qui permet d'aller en dessous de la surface. Ouais. J'ai trouvé que c'était un beau nom de vaisseau, Protéus aussi. Bref, on est dans vraiment, là, mais non, ça vient vraiment d'une revue psychologique, mais c'est basé sur le comportement des crinqués quand on devient nos personnages. On revêt notre armure où on enlève nos lunettes et on est Superman. On a besoin d'une petite Noël à soir. Peut-être. Prochain épisode. 213. 213, mais en fait, oui, c'est le 213e, mais je pense qu'il ne s'appellera pas l'épisode 213. Non. Il va s'appeler l'épisode 10e anniversaire. Exact. 10 ans. Notez vos événements marquants. Oh, OK. En 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Wow. Non, moi j'en ai quelques-uns. Parfait, ça. En tout cas, il y a un 4 ans qui me vient vite, là. Ça va être le fun. Absolument. Continuez de nous suivre sur notre page Facebook, notre site Internet, les différentes plateformes de streaming. Prochain épisode, bientôt.